Je suis Roy Courcelle, vice-président planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine et je suis votre animateur invité pour cette édition spéciale de Les Marchés en mouvement. Je tiens à remercier Pierre-Benoît Gauthier et son équipe de m'avoir donné l'occasion de participer à leur balado pour vous parler d'un sujet qui est souvent laissé à la dernière minute ou malheureusement totalement négligé. Dans cet épisode, nous nous plongerons dans l'univers de la planification fiscale de fin d'année. Mon objectif est de m'assurer que vous soyez bien préparés pour les mois à venir afin de tirer profit de nombreuses stratégies de planification fiscale qui pourraient vous aider à réduire vos impôts. Je suis à nouveau votre animateur invité Aurel Courcelle et je suis aujourd'hui accompagné d'une invitée spéciale et collègue, Geneviève Leroux, directrice générale planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine. Bienvenue dans le podcast, Geneviève. Merci Aurel, c'est un plaisir. Selon l'étude fiscale 2024 d'IG Gestion de patrimoine, plus de la moitié des Canadiens, soit 57 % pour être exact, comprennent que la planification fiscale ne devrait pas être une course de vitesse à la fin de l'année. Ils comprennent son importance, mais voici le problème. Très peu d'entre eux en font réellement une priorité. L'étude menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights a révélé des statistiques surprenantes. Par exemple, seuls 27 % des Canadiens font de la planification fiscale une priorité tout au long de l'année. De plus, seul un tiers d'entre eux sont convaincus de profiter de tous les avantages fiscaux disponibles et seulement 17 % déclarent bien connaître l'impact que peuvent avoir certains événements dans la vie, par exemple la retraite, la naissance d'un enfant, ou la vente d'une maison sur leurs impôts. Alors, Geneviève, commençons par une vue d'ensemble. Dites-moi pourquoi la planification fiscale de fin d'année est si importante et en particulier pour les particuliers fortunés. Oui, Aurel, en fait, effectivement, on se fait souvent demander, là, lorsque c'est le temps de produire les impôts par les gens, bien, comment j'aurais pu économiser en impôts. Mais souvent, lorsque c'est rendu le temps de faire la déclaration d'impôts, bien, il est un peu trop tard pour répondre, pour mettre en place là, des stratégies. En fait, tout est une question d'opportunité et de timing, si je peux m'exprimer ainsi. La plupart des stratégies doivent être mises en place avant le 31 décembre de l'année pour que ce soit appliqué dans une année donnée. Et le REER, par exemple, on peut le mettre en place, en fait, jusqu'aux 30 jours suivant la fin d'année. Quand on pense à des stratégies fiscales qui peuvent faire économiser des impôts aux particuliers, on peut penser, par exemple, à des dons de bienfaisance, la génération de la création, en fait, si je peux dire, de pertes en capital et, entre autres, les stratégies de fractionnement de revenus. Pour les particuliers fortunés, comme vous avez mentionné, ben, dans leur déclaration d'impôt, ben, on peut retrouver plusieurs types de revenus, d'où la complexité et les stratégies plus intéressantes à en mettre en place. En fait, un particulier peut avoir plusieurs types de revenus, comme du revenu d'emploi, du revenu de placement, des dividendes venant d'une société là, qui leur appartient, ou même des revenus de fiducie. Fait que c'est là qu'il y a de la place à la planification et il faut être proactif pour ça. Alors, il s'agit donc pas seulement d'économiser quelques dollars, mais plutôt possiblement de réaliser des économies assez substantielles. Oui, effectivement, ça peut être parfois très important comme économie d'impôt si on le planifie bien. Mais c'est sûr qu'il faut toujours garder en tête qu'on va viser la planification sur le long terme et pas seulement sur une année ponctuelle. Alors, on va s'assurer que ça respecte les objectifs là, de la planification globale du client. Alors, Geneviève, parlons pour commencer des dons de bienfaisance. C'est une stratégie populaire, mais comment les particuliers fortunés peuvent-ils réellement maximiser les avantages? Oui, c'est une belle stratégie. En fait, c'est sûr qu'il faut, en fait, à la base, avoir un objectif de donner parce que c'est pas seulement, en fait, une économie d'impôt. C'est sûr qu'on va s'appauvrir quand on fait un don, mais on peut joindre l'utile à l'agréable, si je peux dire. En fait, au Québec,
pour un particulier, en fait, le crédit d'impôt pour don va atteindre 53 là, en partie de crédit d'impôt dans la déclaration d'impôt. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de redonner là, si c'est notre souhait. En fait, aussi, on a une stratégie qui peut être mise en place. Si jamais on a un placement qui a un gain en capital important, bien, on peut penser donner ce titre-là en bien. Et à ce moment-là, on va avoir le plein montant du reçu pour don, là, selon la valeur marchande du placement. Et le gain en capital ne sera pas imposable pour le particulier. Alors, vous me dites qu'on peut éliminer l'impôt qu'on aurait payé autrement sur le gain tout en bénéficiant du crédit. Ça semble être quand même une très bonne option. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais, par exemple, un particulier a un placement qui vaut 1 000 $ présentement, puis qu'il a payé 500 $, bien, si son objectif, c'est de donner 1 000 $, s'il vendait ce placement-là, bien, en fait, il y aurait un gain en capital qui serait imposable de 500 $ ici. Donc, on va générer de l'impôt par rapport à ça. Et ensuite, le crédit d'impôt pour don. Si jamais il donne le placement tel quel, 1 000 $, bien, le reçu pour don va quand même être de 1 000 $ et l'impôt ne sera jamais, le gain en capital n'apparaîtra pas dans sa déclaration d'impôt. Donc, c'est vraiment une belle stratégie. Oui, c'est définitivement une stratégie très efficace. Alors, je crois comprendre que ce qu'on appelle l'impôt minimum de remplacement peut avoir une incidence sur les dons de bienfaisance. Peux-tu me l'expliquer un peu plus? Oui, effectivement, ça, c'est un bon point à faire attention. Les règles de l'impôt minimum de remplacement ont changé dans les dernières années. Puis, lorsqu'on donne en fait un don, on fait un don d'action cotée en bourse sur laquelle il y a un gain en capital, bien, on peut être assujetti à cet impôt minimum de remplacement-là. Je ne vais pas entrer dans tous les détails là, parce que c'est assez complexe aujourd'hui, mais juste mentionner de faire attention à ça si tel est notre objectif là, pour être sûr qu'on puisse le récupérer. Cet impôt minimum de remplacement-là est récupérable sur les 7 années subséquentes. Alors, il faudrait consulter là, peut-être un spécialiste, un comptable ou un fiscaliste pour s'assurer en fait, mesurer l'impact de l'impôt minimum, puis s'assurer qu'on va pouvoir la récupérer. Mais je crois que les chances de le récupérer sont quand même assez grandes. On a quand même une période de 7 ans à récupérer cet impôt minimum. Souvent, le montant, il peut quand même être assez élevé, mais en ayant cette période de temps-là et en ayant d'autres revenus dans les années à venir, on a l'occasion de le récupérer. Alors, souvent, c'est payer l'impôt un peu d'avance versus un frais additionnel, disons. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. En fait, ben, pour le récupérer, en fait, c'est ça. Il faut des revenus. Fait que c'est sûr que, disons, quelqu'un qui part à la retraite ou qui aurait moins de revenus pour quelques années, faut faire attention. C'est quand même un coût d'opportunité qu'on n'a pas de l'argent pour investir. C'est juste de bien le planifier puis d'avoir en tête là, qu'il y a ça qui va s'appliquer. C'est ça. Alors, ça serait peut-être vous demander des conseils d'un planificateur financier si on planifie faire un don, disons, assez substantiel versus les dons annuels qu'on fait autrement. Alors, passons maintenant, on parle des gains capital dans le contexte. On a parlé des gains capitaux, pardon, dans le contexte de dons planifiés ou de dons à des années de bienfaisance, mais passons encore plus particulièrement aux gains capital. Alors, l'année dernière, on parlait d'un grand changement qui s'en venait. On en a parlé beaucoup. Ce changement-là était censé être en place dans l'année courante. Quel est le dernier mot sur ça? Oui, effectivement, le budget fédéral 2024, là, qui a fait beaucoup parler, on proposait d'augmenter le taux d'inclusion du gain en capital, là, qui est présentement et qui était à l'heure de 50 à 66 %. Les particuliers auraient profité d'une exemption sur le premier 250 000 $ de gain en capital. Celui-ci aurait encore été imposé à 50 %. Les dernières nouvelles, en fait, au début de l'année, on a dit qu'on était pour reporter l'application de cela à janvier 2026. Puis les dernières nouvelles qu'on a eues en mai dernier ont indiqué qu'ils n'iraient pas de l'avant avec ces nouvelles mesures-là. Donc, le taux d'inclusion du gain en capital demeure à 50 % pour les particuliers, fiducie et société.
Alors, ce sujet a fait beaucoup parler de monde l'année dernière. Et, Oui. mais c'est quand même une bonne chose que tout le monde sache que les propositions ont été abandonnées Mhm. et que la situation soit enfin clarifiée. Euh, alors, à quoi les investisseurs doivent-ils penser maintenant, à l'approche de la fin de l'année? Oui, ben même si le taux reste inchangé, il y a quand même des options, des opportunités de planification. On pense souvent, en fait, à quelqu'un qui va avoir réalisé un gain en capital important durant l'année, là, par exemple, qui peut avoir vendu un immeuble, il peut avoir vendu des actions d'entreprise là, pour lesquelles il n'y a pas l'exonération pour gain en capital. Alors, il y aurait une inclusion d'un gain en capital au revenu. Si on veut diminuer ça, en fait, on peut penser réaliser une perte en capital sur un placement qui aurait une perte en capital latente. Donc, ça serait de vendre ce placement-là avant la fin de l'année pour pouvoir annuler le gain en capital, si je peux dire. Oui, une perte en capital peut être appliquée dans l'année ou reportée à 3 années précédentes ou indéfiniment dans le futur. Alors, ça peut être avantageux de peut-être vraiment regarder à ses déclarations d'impôts dans les années précédentes. Si, par exemple, on a des placements qui ont une perte qui n'a pas été réalisée, on n'a pas beaucoup de gains, on le sait, on pourrait le reporter aux 3 années précédentes, mais après la troisième année, on ne peut plus aller chercher ce montant-là. Alors, il faut vraiment regarder dans les années précédentes pour voir peut-être qu'on pourrait déclencher une perte cette année pour aller chercher de l'impôt qu'on avait déjà payé parce que ça, on ne le fait pas maintenant, puis on est rendu à la troisième année précédente, on ne pourra jamais la récupérer. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est cela. En fait, il y a une opportunité de planification là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la reporter là, à l'infini dans le futur. C'est ça. Alors, je sais aussi qu'il faut être prudent lorsqu'on vend quelque chose à perte en raison de ce qu'on appelle la règle de la perte apparente. Pourrais-tu, s'il te plaît, expliquer cette règle à nos auditeurs? Oui, très bon point, Aurel. En fait, c'est toujours à faire attention, les pertes apparentes. Ce que ça vient dire, c'est que si nous ou une personne qui nous est affiliée va racheter le même titre ou un titre identique dans les 30 jours suivants ou précédant la vente, bien la perte, elle sera refusée. Il est donc important là, de s'assurer là, de ne pas racheter le même titre. Le but des gouvernements en faisant ça, c'est de refuser les pertes qui ne sont pas vraiment réelles. Alors, tu as mentionné une personne affiliée. Alors, évidemment, c'est pas seulement si je rachète, mais si quelqu'un d'autre achète. Oui, en fait, la définition d'affilié, là, heureusement, n'est pas trop large, si je peux dire. Ça va être moi ou mon conjoint, une société que je contrôle ou que mon conjoint contrôle, ainsi qu'une fiducie dont je suis un bénéficiaire majoritaire ou mon conjoint. Alors, c'est quand même assez restreint, qui est vraiment bien. Tu as aussi indiqué que si ces règles s'appliquent, la perte est refusée. S'agit-il d'une permanente? Non, on fait bien de le préciser ici. En fait, c'est pas permanent. On va rajouter cette perte-là au prix de base rajouté du titre qui va avoir été racheté. Puis, on va pouvoir en fait la réaliser là, lorsqu'on va on va vendre réellement le bien dans le futur. OK. Alors, c'est essentiellement reporté et non perdu, qui est vraiment Oui, encourageant. effectivement. Alors, on est pénalisé dans l'année courante du fait qu'on ne peut pas utiliser la perte, mais on va quand même pouvoir réaliser cette perte-là plus tard si c'est encore dans une position de perte. Oui. Alors, là, Geneviève, peux-tu expliquer si on vendait le titre de notre portefeuille à perte, puis on l'achète par la suite auprès d'un autre établissement? Est-ce que ces règles s'appliqueraient également à ces titres? Oui, ça va s'appliquer. En fait, c'est ça, il faut faire attention de pas seulement vouloir faire cette stratégie-là auprès d'un seul courtier. Si jamais on a un autre courtier, puis qu'on détient les mêmes fonds, puis qu'on rachète, bien en fait, la règle, elle vient dire que c'est une personne qui est affiliée. Donc, que je l'achète à une place ou à une autre, bien, je suis affiliée à moi-même. Donc, ça va être le même principe. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste de s'assurer de parler à tous nos planificateurs financiers ou regarder tous nos portefeuilles pour s'assurer de ne pas racheter dans les 30 jours avant ou après le même titre ou un titre identique. OK, parfait.
Alors, même si le taux d'inclusion de gain capital est resté à 50 comme tu nous as dit tantôt, il reste beaucoup de stratégies à adopter. Oui, c'est important de regarder ça pour optimiser notre situation fiscale. Puis encore une fois, je le répète, c'est pas seulement une planification sur le court terme là, pour une année ponctuelle, mais c'est être sûr qu'on va respecter les objectifs du client sur le long terme, que ce soit son profil de placement, ses objectifs de succession, de décaissement à la retraite. Là, il faut garder tout ça en tête, puis seulement pas juste une année ponctuelle. Parfait. Alors, Geneviève, parlons des familles maintenant ayant un membre handicapé. À quoi devrait-elle penser avant la fin de l'année? Oui, en fait, il existe plusieurs programmes là pour les personnes handicapées. Le programme le plus, en fait, le crédit là, le plus connu, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si un membre de la famille est admissible. En fait, il faut avoir une déficience grave et prolongée. Il faut qu'on fasse remplir des formulaires auprès d'un professionnel de la santé et les faire parvenir au gouvernement. Euh, le crédit pour personnes handicapées a été élargi les dernières années pour couvrir davantage de conditions dont on peut penser en fait aux problèmes de santé mentale. Euh, Également, en fait, ce crédit-là, là, le but visé par les gouvernements, c'est d'aider à couvrir les coûts liés aux services de santé puis de soutien que la personne pourrait avoir besoin. Comme je le disais, il faut faire remplir des formulaires auprès d'un professionnel de la santé. Donc, si jamais on pense être admissible cette année, on peut regarder les critères et aller, en fait, voir notre professionnel de la santé. Si jamais on fait parvenir ces formulaires-là au gouvernement, puis le professionnel de la santé déclare qu'on est admissible depuis plusieurs années, bien, une bonne nouvelle que l'ARC fait, c'est qu'elle va corriger les années passées jusqu'à 10 ans pour nous donner droit au crédit. Donc, on n'aura pas besoin nous-mêmes de produire des déclarations amendées. Également, l'ARC a annoncé une nouvelle mesure là, en 2025, c'est la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Les versements ont commencé en juillet 2025. Pour être admissible, en fait, il faut être âgé entre 18 et 64 ans. Il faut être approuvé pour le crédit pour personnes handicapées. Il faut avoir produit notre déclaration d'impôt 2024 ainsi que notre conjoint s'il a lieu. Puis, il faut être résident fiscal canadien. En fait, cette nouvelle prestation-là, elle peut atteindre 2 400 $ par année, mais elle va être calculée en fonction du revenu. Par exemple, pour l'année, les prestations qui vont aller de juillet 2025 à juin 2026, ben, on va regarder le revenu de l'année 2024. Il y a un simulateur qui est disponible sur le site de l'ARC si jamais on se demande quel montant on pourrait avoir droit. Sans entrer trop dans les détails du calcul, parce que ça varie en fait en fonction de notre situation là, de statut social, si on est en couple ou non. Mais on va prendre en fait le revenu net familial rajusté qui se trouve à la ligne 23 600 ainsi que celui de notre conjoint. On apporte certains ajustements pour des montants là, qui auraient été reçus là, d'un REEI, régime enregistré d'épargne et invalidité, puis on va exclure un certain montant pour des revenus de travail. Si je prends l'exemple d'un particulier qui est seul, si jamais, en ayant exclu, là, un particulier seul va avoir droit à 10 000 $ de revenus de travail qui vont être exclus. Donc, si son revenu net rajusté ne dépasse pas 23 000 $, il va avoir droit à la pleine prestation pour la période 2025-2026. Ça semble assez complexe. C'est tant qu'à moi un bon exemple d'où on devrait travailler avec un planificateur financier, vraiment pour s'assurer de comprendre ce à quoi on a vraiment droit. Alors, Geneviève, y a-t-il d'autres mesures disponibles pour ces personnes? Oui, il y en a beaucoup, en fait, Aurel. Puis, comme vous dites, c'est sûr que de consulter un spécialiste, là, ça peut être vraiment gagnant. Il y a des firmes, je sais, qui se spécialisent dans le domaine. Il y a vraiment plusieurs programmes. Je pense au crédit pour, en fait, le montant pour aidant naturel. Ça va être disponible pour un membre de la famille qui va aider une personne souffrant d'un handicap. Ensuite de ça,
Il y a le supplément pour personnes handicapées de l'allocation canadienne pour travailleurs, il y a la prestation canadienne pour enfants handicapés et également le généreux le régime enregistré d'épargne invalidité. Est-ce que vous saviez qu'il y a à peu près 1,3 million de Canadiens qui seraient admissibles à ce tel régime, puis qui, en fait, des fois, ils savent même pas. Fait qu'ils ont pas ouvert un régime, puis ils perdent alors des subventions importantes. Wow, 1,3 million de Canadiens, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui passent à côté et ils ne savent même pas. Alors, Ouais. c'est une très bonne raison pourquoi je suis content que vous avez mentionné le REEI. Et alors, y a-t-il des dates limites qui devraient être considérées et que nos auditeurs devraient connaître? Oui, en fait, pour la cotisation, si on veut recevoir là, les subventions pour l'année en cours, mais on doit cotiser là, encore là avant le 31 décembre. Le 31 décembre est toujours une date importante. Euh, alors, il faut cotiser avant le 31 décembre. Mais encore là, le gouvernement se montre flexible. Si jamais on ouvre un REEI en retard, en fait, puis qu'on prouve qu'on est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, on peut rattraper des droits inutilisés de subventions, en fait, pour les 10 dernières années. Mais c'est sûr que le montant qui va être versé par le gouvernement va être limité là, annuellement. OK, alors, continuons un peu avec le REEI. Pouvez-vous me dire un peu plus à leur sujet, peut-être, disons, jusqu'à quel âge qu'on peut l'établir? Oui, en fait, on peut établir ça pour les personnes qui ont moins de 60 ans, qui vont être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, là, évidemment, au moment de l'établissement. OK, alors, ce point de vue-là, ça semble quand même assez simple. Alors, qu'en est-il des cotisations? Oui, les cotisations, en fait, un particulier a droit de cotiser à vie 200 000 Il n'y a pas de limite annuelle. Les cotisations ne seraient pas déductibles d'impôt. Puis, en fait, n'importe qui peut cotiser à ce régime-là tant qu'il va avoir le consentement écrit du titulaire du régime, maximum jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. OK, alors, ça semble quand même assez généreux comme régime. Là, tantôt, vous avez Oui. mentionné des incitatifs gouvernementaux. Pouvez-vous Oui. nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, le gouvernement, là, il va calculer en fonction du revenu, mais il peut verser jusqu'à 70 000 de subventions et 20 000 de bons. Donc, ça fait quand même un montant très substantiel et intéressant. Puis, comme je l'ai mentionné, en fait, c'est jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans qu'il peut recevoir ces subventions-là. OK, alors là, on a quand même fait le tour de comment le régime grossit. Là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive au temps de retirer l'argent? Oui, pour le retrait, en fait, c'est fait sous deux formes de paiement. Il y a le paiement d'aide à l'invalidité ou les paiements viagers pour invalidité. Ça doit commencer avant la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans là, pour les paiements viagers pour l'invalidité. Il faut savoir que si jamais on retire un peu trop tôt, ben, il pourrait y avoir de la récupération de subventions là, qui ont été versées dans les 10 dernières années. Fait que c'est sûr, c'est important quand on fait les retraits, de s'informer comme il faut des impacts qu'il pourrait avoir. OK, là, ça commence à se compliquer un peu, je dirais, là. Et comment les retraits sont-ils imposés d'abord? Les retraits, en fait, c'est sûr la partie qui est des cotisations, en fait, comme ce n'est pas déductible d'impôt, mais ce ne sera pas imposable pour le bénéficiaire. Mais dans le régime, il va avoir eu des subventions et il va avoir eu également du rendement. Donc, ces deux composantes-là vont être imposables là, pour le bénéficiaire. OK, y a-t-il des aspects de planification successorale peut-être qu'on pourrait également prendre en compte si on a un membre de la famille qui est handicapé? Ah oui, beaucoup pour ce point de vue-là, je vous dirais. Puis, je sais que dans ma pratique, quand on parle, disons, à des parents, par exemple, qui ont un enfant qui souffre d'un handicap, ben, ils sont très inquiets. Qu'est-ce qui va arriver lorsqu'ils seront plus là?
Alors, mon conseil, ça serait de consulter là, peut-être un bon notaire, puis mettre en place là, dans un testament. Ça peut être une fiducie testamentaire. Il y a des fiducies là, qui sont disponibles pour personnes souffrant d'un handicap. Juste de le bien planifier, puis pour s'assurer aussi, en fait, là, que l'enfant ne perde pas de revenus s'il reçoit un héritage trop important. Oui, je serais 100% d'accord. Les règles relatives au REI sont assez complexes et c'est Ouais, vraiment là que le recours à un conseiller financier peut vraiment s'avérer quand même très payant. ouais. Changeons de sujet un peu et passons à un autre sujet populaire qui revient souvent dans les conversations des clients à ce temps-ci de l'année. Et là, il s'agit vraiment du fractionnement du revenu. Qu'est-ce que le fractionnement du revenu et comment ça fonctionne? Oui, le fractionnement de revenus, bon point, c'est toujours une place de discussion pour optimiser. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'un particulier qui serait dans une tranche d'imposition plus élevée va vouloir tenter, en fait, de faire que des revenus soient imposables au nom d'un conjoint qui, lui, est dans une tranche de revenus un peu moins élevée. Donc, globalement, pour le couple, on va faire des économies d'impôts. Ça semble un peu simple, mais probablement trop simple. Je suis sûr qu'il y a quand même des restrictions qui s'appliquent parce que transférer ses revenus à un membre de famille à un taux d'imposition moins élevé, ça semble comme une excellente stratégie, mais est-ce que ça s'applique vraiment à tous les couples? Oui, pas tout à fait. C'est sûr que comme dans tout, le gouvernement a pensé à des restrictions, en fait, pour pas que ce soit trop beau pour être vrai. Mais si on pense, en fait, l'exemple le plus fréquent, c'est le fractionnement de revenus de pension. Donc, à partir, par exemple, là, à partir de 65 ans, et même avant parfois, là, mais sous certaines conditions, mais à 65 ans, un particulier peut fractionner jusqu'à 50% de son revenu de pension avec son conjoint. Donc, si le conjoint est dans une tranche d'imposition moins élevée, mais ça va coûter moins cher d'impôt. Puis aussi, il y a le montant pour revenu de pension qui va être disponible là aussi à l'autre conjoint. OK, mais pas tout le monde a 65 ans, alors quelle occasion serait disponible pour fractionner les revenus pour les plus jeunes couples ou ceux qui ne sont pas encore à la retraite? Ouais, c'est là que en fait, il faut faire un petit peu plus de planification puis que ça peut se compliquer. On peut penser en fait aux stratégies comme le REER de conjoint ou des prêts entre conjoints. Le REER de conjoint, là, ce que c'est que une personne encore là qui a un revenu un peu plus élevé pourrait cotiser dans un REER qui va appartenir à son conjoint. La déduction va être au particulier qui a cotisé. Mais lors des retraits, là, si on respecte là, des délais là, prescrits, bien 100% du montant qui va avoir été cotisé va être imposable dans les mains du conjoint. Fait que c'est un fractionnement qui fonctionne à 100% ici. C'est sûr que bon, c'est un pensée bien, puis il faut voir si c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Puis un prêt entre conjoints, ça consiste à prêter de l'argent, disons, à un particulier qui a un portefeuille là, non enregistré qui génère beaucoup de revenus de placement. Mais on pourrait penser faire un prêt auto-prescrit à notre conjoint. Comme ça, c'est cette personne-là qui va s'imposer sur les revenus de placement. Mais évidemment, la personne qui a prêté l'argent, là, elle devra s'imposer sur un revenu d'intérêt auto-prescrit. OK, alors là, je suis un peu intrigué par la stratégie du prêt entre les conjoints. Je suis sûr qu'il y a des conditions à respecter. Oui, évidemment, la RC pense à tout cela. Les conditions. En fait, on disait qu'il faut payer l'intérêt auto-prescrit, mais ça doit être payé avant le 30 janvier de l'année suivante. Et puis pas seulement là, dire ah, OK, je te dois cette somme-là. Mais non, il doit y avoir un chèque qui doit être émis et encaissé. Sinon, la stratégie va devenir nulle et elle va être refusée par la RC qui va réattribuer le revenu, là. En fait, non, c'est ça aussi, il faut s'assurer d'avoir une convention écrite pour le couple. Alors, ça quand même, il y a de la complexité, mais ça semble qu'il y a quand même une bonne stratégie. Est-ce qu'on devrait envisager cette stratégie entre conjoints aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus, je vous dirais, moins facile, moins rentable que ce l'était lorsque les taux prescrits étaient de 1%. Là. À l'heure actuelle, le taux prescrit est de 3%.
Fait que c'est sûr qu'il faut penser que le particulier qui va prêter des sous va s'imposer sur un intérêt de 3 qui va payer de l'impôt là-dessus, et que la personne qui a reçu le prêt, elle va s'imposer sur les revenus de placement et payer de l'impôt. Fait que je vous dirais que c'est un peu moins intéressant présentement. OK. Mais quelque chose à suivre, sans doute. Oui, à suivre avec les baisses de taux d'intérêt qui C'est devraient ça. venir. OK. Alors, parlant de fractionnement du revenu, peut-être regardons des options. Est-ce qu'il y en a pour les propriétaires d'entreprise? Oui, aussi. Ça, c'est un très bon point, en fait, où il y a des opportunités de planification quand il y a des sociétés. En 2018, les règles sont devenues plus strictes, là, en fait, sur l'impôt sur le revenu fractionné. Principalement, ce qui est possible de faire, sans trop de restrictions, c'est lorsqu'un actionnaire qui a été entrepreneur là, de sa société a atteint l'âge de 65 ans, mais on peut penser verser des dividendes à un conjoint et ainsi, en fait, diviser les revenus de dividendes d'une société. Évidemment, il faut que le conjoint ait des actions, directement ou indirectement, dans cette société-là. Alors, c'est quand même assez complexe, mais c'est un excellent conseil. Avez-vous un dernier conseil pour les couples qui envisagent le fractionnement de revenus avant la fin de cette année? Bien, je dirais de planifier tôt, en fait. Pas nécessairement, justement, attendre en fin d'année quand on produit la déclaration d'impôt ou quand on est plus âgé, plus près de la retraite. En fait, si on pense au REER de conjoint, bien, on pourrait consulter un planificateur financier pour voir quel serait l'avantage global du couple. Puis également, là, si on envisage un prêt entre conjoints, bien, il faut s'assurer là, que c'est fait en bonne et due forme avec une entente écrite. C'est parfait. Alors, changeons de sujet. Le CIAP fait toujours couler beaucoup d'encre. On entend parler beaucoup. Geneviève, pouvez-vous peut-être nous en parler un peu? Oui, le CELIAP, en fait, je pense qu'il y a ça, puis le budget concernant le gain en capital qui a fait beaucoup parler. Le CELIAP est offert depuis peu. C'est disponible, en fait, c'est pour permettre l'achat d'une résidence. En fait, pour les critères pour ouvrir un compte CELIAP, il faut être résident canadien de plus de 18 ans. Au cours de l'année actuelle ou au cours des 4 années précédentes, on ne doit pas avoir occupé d'habitation admissible là, dont on était propriétaire ou un conjoint était propriétaire. On peut cotiser jusqu'à 8 000 par année. Des fois, parfois, les droits peuvent s'accumuler là, et un montant maximum en tout de 40 000 Les cotisations vont être déductibles d'impôts. La croissance des placements se fait à l'abri de l'impôt et le retrait sera non imposable là, si jamais les conditions sont rencontrées. En fait, les droits de cotisation vont s'accumuler, mais seulement après l'ouverture du compte. On peut transférer des sommes qu'on a dans un REER ou dans un CELI actuellement pour faire notre cotisation CELIAP. Ce compte-là doit être fermé au plus tard 15 ans suivant son ouverture ou dans l'année où le particulier atteint l'âge de 71 ans ou dans l'année qui suit un retrait qui va être admissible. On peut combiner, en fait, là, les régimes d'accession à la propriété. En fait, il y a le RAP qu'on connaissait bien parce qu'il est présent depuis plusieurs années. On peut maintenant combiner le RAP et le CELIAP. Le RAP en 2025 est rendu à un montant de 60 000 et le CELIAP, là, 40 000 maximum. Donc, ça va faire 100 000 pour acheter une propriété. C'est quand même un montant considérable. Là, c'est sûr qu'évidemment, personne ne pourrait avoir 40 000 là, de cotisation dans un CELIAP là, dû aux restrictions là, des cotisations. Alors, c'est quand même un régime qui a beaucoup d'avantages qui y sont rattachés. Est-ce qu'il y a des éléments de planification en lien avec ce type de compte qu'on devrait considérer maintenant? Oui, en fait, ben, ce que je dirais, c'est que si une personne se qualifie, mais qu'elle ne pense pas cotiser, disons, cette année parce que, bon, là, elle n'a pas les sous pour cette année, mais qu'elle se dit, ben, l'année prochaine, je vais pouvoir faire une cotisation. Mais en fait, c'est d'ouvrir maintenant le compte pendant qu'on se qualifie, puis faire en sorte que nos droits de 8 000 pour l'année vont s'accumuler. Et donc, l'année suivante, on va pouvoir cotiser jusqu'à un 16 000 maximum et prendre la déduction dans notre déclaration d'impôt. Alors, Geneviève, terminons avec quelques dates clés et quelques réflexions qui devraient être considérées comme importantes pour nos auditeurs. Alors, peux-tu, s'il te plaît, peut-être nous donner, tu devines que tu les connais par cœur, là, quelques dates clés qui s'en viennent là, que nos auditeurs devraient vraiment considérer? Oui, ben, c'est bon point à rappeler toujours.
En fait, 31 décembre, comme je disais, c'est souvent une date importante. Là, ça va être la date limite là, pour avoir des dons de bienfaisance, là, faire un don si on veut l'appliquer dans l'année en cours, déclencher des pertes en capital, cotiser à un REEI et certaines stratégies de fractionnement de revenus. Une cotisation réelle peut être faite dans les 60 premiers jours de l'année suivante. Et également, en fait, là, un rappel là, sur les reçus fiscaux qu'on peut avoir sur pour notre déclaration d'impôt. Les relevés T5 de placement sont émis, en fait, là, au maximum au 28 février, tout comme là, un T4 là, d'un salaire, d'un emploi. Tandis que les revenus de fiducie, les T3, là, par exemple, les fonds communs de placement, et on a jusqu'au 31 mars pour les recevoir, là, en fait, pour être émis. Fait que c'est sûr que ça arrive toujours qu'il y a des personnes qui vont avoir très hâte de produire leur déclaration d'impôt, puis ils n'ont pas reçu tous les feuillets. Fait que des fois, c'est peut-être s'assurer qu'on a tout. Puis on peut comparer en fait avec notre année dernière, là, quel feuillet on avait. Si jamais il n'y a pas eu trop de changements, ça peut être un bon indicateur. Puis finalement, en fait, il y a une liste de vérification, de planification fiscale de fin d'année qui est disponible auprès de IG Gestion de patrimoine. C'est un aide-mémoire, en fait, là, qui permet là, de regarder si on n'a pas passé à côté de quelque chose. Bien, Geneviève, merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances avec nous. C'était incroyablement instructif. Merci d'avoir tout décortiqué. Merci à toi, Aurel. C'est tout pour cette édition spéciale de Les marchés en mouvement. Merci de nous avoir écoutés et souvenez-vous que la planification fiscale de fin d'année est importante, mais la planification fiscale est une activité qui s'étend sur toute l'année. Nous vous recommandons donc de parler à votre conseiller IG pour vous assurer que votre plan fiscal est toujours à jour. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.